Eh ben, bonjour à tous. Alors, c'est dimanche, c'est le jour de la marmotte. Ah non, c'est pas ça. Donc, petite vidéo. Alors là, on va regarder. Vous voyez, j'ai dans les mains un bricolage. Alors, je vous montre. C'est tout simple. Alors, c'est tout simple, hein. Une simple planche, n'est-ce pas? Dedans, j'ai fait un trou, bien sûr. Alors, on montre un petit peu ça, vous voyez, trou, hop, et surtout, en fait, on fait un pieu de vampire. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop près. Donc voilà, là, on fait un petit pieu de vampire. Alors, là, c'est du peuplier. Donc, en fait, c'est très facile à travailler. Là, on perce ça à la perceuse. Là, j'ai littéralement fait au ciseau à bois et au papier à poncer parce que il est intervenu une coupure électrique. On regarde que c'est bien droit. Voilà. Vous le mettez à peu près à l'équerre. Donc vous n'avez pas besoin d'un bois spécifique pour faire ce petit dispositif. Et donc, ensuite, vous effectuez donc un cylindre de papier comme ça. Alors là, c'est un papier d'emballage de bocaux. Vous voyez. Alors, il est un petit peu rigide comme du canson. Vous effectuez des trous dedans de façon à ce qu'il y ait des petites aspérités. Vous voyez, comme ça, on voit des petites aspérités. Et ensuite, là, le petit bout de bois, en fait, c'est simplement une allumette, des grosses allumettes pour allumer le feu. Donc, c'est encore ce qu'il y a de plus pratique. Et il faut faire une petite réservation. Alors là, la petite réservation au milieu pour que ici, ça ne sorte pas. Donc, une petite réservation avec un tout petit foret et vous actionnez à la main dans l'allumette parce que l'allumette normalement est en sapin ou en peuplier aussi, donc c'est plutôt du peuplier, donc c'est très fragile, on va dire. Donc vous, avec un tout petit foret, vous tournez ou une pointe de couteau très 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 pointue, vous tournez légèrement de façon à faire une toute petite réservation, là qui se verra pas, hein, parce que c'est vraiment complètement petit petit. Alors comme là, le cylindre de papier, vous le percez à l'avance. Avec, bon, vous pouvez prendre une sorte d'aiguille, vous tournez un peu une vis dans chaque trou, et ensuite, à la rigueur, vous prenez un crayon pour faire ces aspérités-là. Vous prenez un crayon et vous sortez de façon à avoir les petites aspérités. Donc ça, c'est un cylindre, on va dire, un cylindre que les Tibétains utilisaient pour tester la force, on va dire, mentale d'une personne. Alors ensuite, vous équilibrez votre tasseau, hop, et n'oubliez pas qu'en fait, d'un côté, on va simplement coller juste avec de la colle à bois ou une petite colle légère. On va coller le cylindre, donc il va être légèrement plus lourd. Parce que là, on est vraiment sur un équilibre qui est extrêmement léger. Le papier pèse rien et la pointe du morceau de bois doit absolument être assez pointue et en même temps un peu douce. Donc moi j'ai poncé jusqu'à obtenir quelque chose où, vous voyez, si on souffle, on obtient un mouvement. Donc en fait, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'énergie. En fait, c'est bien ça le principe, hein, n'est-ce pas? Sur la petite installation, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour obtenir un mouvement. Et alors, l'idée, c'est que les Tibétains se servaient de ce genre de système pour évaluer la force mentale d'un de leurs élèves, un Sheila à l'époque. Donc, en mettant les mains, en mettant les mains de chaque côté du cylindre, en fait, normalement, si on se concentre et on pense à faire circuler l'énergie en fait de façon on va dire en rond, hein, on pousse l'énergie en rond, on s'imagine, parce que là c'est, on s'imagine que l'énergie qu'on va apporter, alors bon bah on teste un petit peu le cylindre selon, on se met tout près ou on se met plus loin, et ensuite on met ses mains de chaque côté comme ça, et on va penser à faire tourner l'énergie. Donc pour ça détermine un type d'énergie qui est bien spécifique. En fait, ça détermine l'énergie plutôt du type astral, donc une énergie dense, c'est-à-dire une énergie qui vous permet des choses dans l'astral et qui vous permet comme ça d'effectuer, on va dire, une pression qui va passer. Alors, c'est les énergies qui passent par le Kundalini et c'est les énergies qui passent par la matérialisation.
Donc ce petit dispositif est tout simple à faire, hein. Bon, moi j'ai pris du bois de peuplier, prenez plutôt des bois tendres, sapin et peuplier, parce que si vous prenez des bois durs, toujours plus difficile à travailler. Surtout qu'en fait, comme j'ai eu une coupure d'électricité, ça tombait bien que je prenne du peuplier. Il y a eu, on ne sait pas trop quoi cet après-midi, ça a coupé, donc j'ai tout fini à la main. Donc voilà, alors ce dispositif, en fait, je vais le poser maintenant, en fait, permet véritablement. Donc bon, je ne ferai pas un tuto de bricolage parce que c'est vraiment simplissime à faire. Bon, ça m'a demandé quoi, 30 minutes pour le faire. J'en avais fait un précédemment, je ne sais même plus où il est. Donc pour tester en fait véritablement si j'arrivais à faire bouger le cylindre. Mais en fait, comme moi, je n'ai pas l'autorisation de faire ce genre de choses, car en fait, moi, j'utilise des énergies subtiles et non pas des énergies, on va dire, denses. Donc c'est la différence entre les personnes qui vont aller dans l'astral. Là, par exemple, Mark O'Byrne, si on lui fait faire un test comme ça, a priori, vu qu'il utilise l'énergie astrale, il va assez facilement pouvoir faire bouger le cylindre, juste en le voulant, tout simplement parce qu'en fait, il utilise une énergie manifestée. Donc, l'énergie astrale, c'est l'énergie ancienne des sages, on va dire, hein. Donc, sachant qu'au Tibet, il y a de ça un petit peu de temps, la source autorisait la décorporation astrale de qui le voulait bien et qui essayait de le faire. Donc ça pouvait prendre plus ou moins de temps, selon qu'un adepte, donc un petit Sheila, un élève en fait, était plus ou moins doué ou pas doué. Certains avaient besoin de s'enfermer des années dans un ermitage, à pas manger pratiquement, à manger une fois tous les 3 jours pour essayer de décorporer et donc faire apparaître cette énergie. Et en fait, de ce fait, il pouvait utiliser donc l'énergie astrale et utiliser, en fait, pouvoir faire bouger un cylindre comme ça par la pensée, par la volonté et par le magnétisme. Le mécanisme est assez simple, on va dire, donc l'électricité condensée par la pensée va passer par les mains et ensuite elle va actionner un tourbillon qu'on va mentalement vouloir, on veut que ça bouge, on génère une énergie tournoyante de façon à ce que ça bouge. De ce fait, si on a des capacités à l'ancienne, astrale, a priori, ça va bouger. Par contre, si on fait partie de la génération de maintenant, c'est-à-dire la génération où la source a suspendu les capacités astrales parce qu'elle ne veut pas entendre parler de ça, parce qu'elle veut passer à autre chose, ce cylindre ne bougera pas. Parce qu'en fait, ou un petit peu plus tard, dans l'histoire, puisque pour le moment, en fait, par exemple, pour une personne comme moi ou pour toutes les personnes qui vont dans l'éther, en fait, nous n'avons pas le droit, par exemple, d'utiliser l'astral conjoint à l'éther. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est véritablement très haut de gamme d'abord. Hein, c'est vraiment, d'abord, c'est des pouvoirs ensuite qui sont vraiment très très signifiés. Donc, de ce fait, la source étalonne la possibilité des capacités, hein, elle ne donne pas tout d'un coup parce qu'il y aurait des problématiques d'utilisation. Donc là maintenant, en fait, plus jeune, je dis pas que je l'aurais pas fait bouger parce qu'en fait, j'allais dans l'astral naturellement, donc a priori, j'avais le droit de le faire. Puis quand il est venu l'heure, on va dire, de passer de l'astral à autre chose, la source m'a interdit d'aller dans l'astral de façon à ce que je puisse me préparer pour aller dans l'éther. Alors, on va dire pourquoi aller plutôt dans l'éther. L'astral, c'est vachement mieux. L'astral, c'est plus visuel, c'est une énergie qui est plus dense, ce qui permet justement, en fait, par exemple, ce type de manifestation. On peut faire tourner le cylindre assez facilement. Mais en fait, le défaut de l'astral, c'est sa densité, justement. Énergie dense, donc énergie plus basse. Dans l'éther, comme on monte beaucoup plus haut, l'astral, comme je l'ai déjà expliqué, on va monter sur des énergies qui montent, allez, jusqu'en 18e dimension, et ça, c'est le bout du monde. Et en fait, après, on plafonne et on se fait avoir. Donc en fait, dans l'éther, nous on monte 33e, 34e dimension minimum. On peut même monter un peu plus haut quand ça nous chante. Donc en fait, on n'est pas plafonné. Et on peut largement nager au-dessus des dédés, au-dessus des entités. Donc ça nous permet de nous libérer en fait de tout ce qui gêne. Donc, il y a 2 énergies fondamentales qui sont exploitables de nos jours en ce moment. Donc, l'énergie de l'éther, qui est beaucoup plus subtile. Bon, dans l'éther, néanmoins, par exemple, on va pouvoir soigner.
parce qu'on n'utilise pas l'énergie dense. Par exemple, un magnétiseur qui va magnétiser une personne pour la soigner, ça n'est pas de l'énergie dense, c'est de l'énergie subtile. C'est-à-dire que ça fait appel à l'énergie qui est intérieure, qui provient de la diatma, qui provient des réseaux énergétiques type centre de galaxies et autres choses comme ça. Et là, on peut toucher à des énergies plus subtiles. Ça n'a rien à voir avec l'énergie astrale. Et si certaines personnes soignent par exemple avec une énergie dense, astrale, ils auront des résultats, mais beaucoup moins haut de gamme, parce qu'en fait, et puis ils se fatigueront d'abord, parce qu'en fait, ils vont utiliser leur propre énergie au lieu de faire passer par exemple de l'énergie du centre de la galaxie pour nettoyer et magnétiser une personne. Donc en fait, ils vont se fatiguer beaucoup plus vite et ça sera bien moins efficace. Donc, ce type d'énergie, en fait, c'est une énergie donc, qui est vraiment très connectée à l'astral, très connectée à, on va dire, une forme dense d'énergie qui permet de faire bouger le cylindre. Pour ce qui est des énergies plus haut de gamme, on a l'exemple que la source a bien voulu donner, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui est beaucoup plus ancienne, une énergie qui est là, l'énergie de l'éther, et qui fait appel en fait, toujours à la visualisation. C'est assez amusant. Donc, c'est la personne qui a donné en fait cette preuve que c'était faisable, en fait, qu'on peut utiliser l'éther pour modifier la matière. Il s'appelle Jean-Pierre Girard. Il est français. C'est pas cocorico, mais presque. Donc, il est français. De par le monde, on n'a pas trouvé d'équivalent à ce monsieur, parce que la source est un peu pingre hein, quand même, a tendance à donner un exemple, mais pas 10 000. Donc, ce monsieur, en 1977, fait des démonstrations comme quoi il peut tordre un métal qui ne peut pas être tordu. Donc là, on ne touche pas à, on va dire, à de l'énergie dense où on pousse, par exemple, on pousse sur une feuille de papier. Par l'esprit, on peut tordre une feuille de papier, mais par contre, par l'éther, on ne va pas la tordre, on va dire physiquement, en imprimant une énergie dense. Dans l'éther, si on devait tordre la feuille de papier, on demanderait à la feuille de papier de se tordre. Donc, on tordrait les molécules sans appliquer de force, mais simplement en appliquant une modification des molécules. Parce que l'éther va beaucoup plus loin dans la construction de la molécule. Et ce monsieur, Jean-Pierre Girard, qui maintenant a fait une petite carrière, il a fait des petits trucs, sites paranormaux, tout ça. Bon, il a essayé de vivre de sa capacité et de ce qu'il en comprenait. Donc, lui, il tordait des métals que des scientifiques lui proposaient, donc des métaux, désolé, donc des métaux en fait qui ne pouvaient pas être tordus. Si par exemple vous voulez tordre ce métal, crac, on le casse, parce que c'est un métal, un alliage beaucoup trop dur. C'est un métal qui ne supporte pas la flexion. Donc, si on avait voulu le tordre, il aurait fallu le monter très fortement en température jusqu'à ce qu'il soit bien blanc. Ensuite, on l'aurait tordu. Donc, on aurait en fait altéré véritablement sa résistance par la chaleur. De ce fait, on aurait pu le tordre et ensuite, on aurait rendu le métal tordu. Très bien. Mais là, il faudrait le monter en température. Donc là, on parle, il faut au moins monter à 1200 degrés, parce qu'il faut que le métal soit bien blanc, surtout les métaux qui sont, on va dire, extrêmement rigides, genre acier carbure de tungstène, ou même, on va dire, des métaux beaucoup plus résistants que ça. Et là, les scientifiques lui avaient imposé des tests, ils l'ont fait plusieurs fois devant caméra, avec des gens qui regardaient s'il ne faisait pas de la prestidigitation. Donc, bon, est-ce qu'il n'était pas magicien? Est-ce qu'il ne faisait pas, quelque chose, une illusion, en fait? Donc, ce monsieur arrivait soit à toucher, juste il touchait le morceau de métal, il faisait ça, et il rendait le morceau, et le morceau était tordu. Sachant que ce n'était pas possible, parce que la physique à froid voulait que ce métal, s'il devait se tordre, devait se casser. Si on appliquait une force suffisante sur une presse, on aurait cassé le bout de métal, parce que c'était un morceau de métal qui était beaucoup trop rigide pour être tordu. Pas comme un morceau de métal classique, où c'est du fer, du fer ou de l'acier courant, ce qu'on appelle l'acier courant. Bon, on prend un marteau, on tape dessus, crac, il est tordu. Ou on le met dans l'étau, on tire dessus, c'est tordu. Donc, là, on parle d'acier non courant, on parle d'acier qui sont très haut de gamme, très rigides et qui ne supportent aucune torsion sans casser. Donc ce monsieur, lui, il est déformé. Après, un peu plus tard, ils lui ont proposé de déformer le métal sans même le toucher. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur petit tube de métal
plutôt d'un un jonc de métal plein. Ils l'ont mis dans une éprouvette en verre, ils lui ont donné, lui il a pris l'éprouvette, il a passé la main sur l'éprouvette comme ça, hop, et ensuite ils ont sorti le métal de l'éprouvette, ils l'ont mis sur une règle et c'était tordu. Et il peut le tordre plus ou moins. Comment fait-il? En fait, là, il n'utilise pas l'énergie dense. Parce que l'énergie dense, elle pousserait sur le métal, comme elle pousse sur le cylindre de papier. Elle va pousser, on va avoir de l'énergie qui va essayer de pousser, tirer, créer des mouvements. Donc, c'est une énergie dense. Là, quelqu'un qui maîtrise l'astral ne peut absolument pas faire ça. Par contre, lui, ce monsieur, en fait, Jean-Pierre Girard, lui, il imaginait. Parce que quand on lui pose la question, comment vous faites? Il dit, je sais pas. Je sais pas, simplement, je visualise, j'imagine, et je vois, parce qu'il le dit très clairement, je vois que la barre va être tordue. Je le vois. Et si je le vois, ça va se faire. Pourquoi? En fait, il prévisualise. Bon, il faut savoir que là, il y a une autorisation de la source. C'est-à-dire que la source, elle dit, bon, je te donne la capacité de tordre le métal pour faire on va dire, pour faire la foire, de façon à ce que tu puisses montrer aux hommes que c'est possible. Hein. Parce que là, le but, c'était pas de lui faire gagner sa vie comme ça, parce que bon, tordre du métal qui tord pas, bon, voilà, quoi. Bon, il va pouvoir prendre quelques euros contre un petit tour, quoi. Mais ça va pas le faire vivre. C'est pas rentable. Donc en fait là c'était juste une démonstration. La source explique aux humains à travers cette personne qu'en fait l'esprit domine la matière. C'est possible. Donc dans ce cas-là, en fait, lui, il visualise ce qui est la technique en fait dans l'éther pour quelque chose. On prévisualise quelque chose. Quand on pète la gueule à un Dédé, on visualise le Dédé, crac, on lui pète la gueule, on fait ci, on fait ça. Donc tout se fait à travers visualisation, volonté. Lui, il se posait la question s'il allait tordre la barre. À partir du moment où il voyait la barre tordue, la barre, pour lui, elle allait se tordre. C'était bon. Donc, il pouvait le faire. Si par contre, en fait, bizarrement, ce jour-là, la barre reste droite, il essayait même pas parce qu'il se disait, non, là, je vois pas la barre se tordre. Donc, si je la vois pas, je vais pas y arriver. Donc, il tordait la barre. En fait, pour tordre la barre, comment il faisait? Il utilisait la force de l'éther. La force de l'éther classique. Donc, là, c'est de l'énergie subtile. C'est pas de l'énergie dense. Et au lieu de vouloir tordre la barre physiquement, simplement son esprit, sans qu'il s'en rende compte, allait réajuster la fréquence des atomes et allait simplement diminuer en fait la forme des atomes et va légèrement courber la barre. Le mental, comme il sait qu'il doit tordre la barre, simplement réagence les atomes de façon à ce que la barre soit tordue. Là, c'est l'éther. Quand on utilise l'éther, donc ça c'est ce que tous les gens appellent l'humain co-créateur. Hein. Donc bon, sachant qu'aujourd'hui, il y en a un qui fait de la co-création, comme ça, il tord une barre et il sait faire que ça. Donc ça, c'est l'exemple type, la source met sur Terre une personne qui va faire un truc, il va y croire, il va le faire, ça va arriver. Donc bon, au Tibet, ils s'amusaient aussi à des petits trucs comme ça, à faire apparaître des objets dans une pièce, faire des choses comme ça. Bon, ils n'en parlaient pas dans la presse et ça ne s'est jamais su parce qu'en fait, tout simplement, voilà, quoi, c'était le Tibet, c'était loin, c'était un peu perdu. Donc, quand les Tibétains faisaient ça aussi, bon, ils s'amusaient pas forcément à tordre une barre, mais ils faisaient apparaître des objets dans des pièces. Ils pensaient à un objet dans une pièce vide, ils se mettaient à plusieurs, poum, il y avait un objet qui apparaissait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils matérialisaient l'objet, donc ils transféraient de l'éther de l'incréé dans la pièce, ça créait l'objet qu'ils voulaient. Et ensuite, bon, ils étaient là, ils étaient épatés, et ils se disaient, mince, on y est arrivé. Comme on a fait, maintenant, mystère. Ils ont toujours cherché à savoir comment fallait faire véritablement, mais comme ça se faisait naturellement, ils n'ont jamais véritablement compris quelle était la nature de l'expérience. Comment faisaient-ils? En fait, ils n'arrivaient pas à déterminer comment ils avaient procédé eux-mêmes, que de fait que d'y penser. Juste, on y pense et paf, ça arrive. Donc bon, pour eux, ça restait un mystère. Ils le faisaient, mais ils n'étaient pas vraiment capables de décrire le mode opératoire qu'ils avaient employé, tellement c'était naturel. Donc voilà. Donc le principe de cette vidéo, c'est juste de déterminer qu'en fait, il existe deux types d'énergie et que l'énergie qui peut tordre, par exemple, comme dans le cas de Monsieur Jean-Pierre,
qui peut tordre quelque chose qui ne peut pas être tordu, ou faire apparaître un objet, ou couper par exemple de la pierre pour faire des pyramides aiguisées, en fait, c'est toujours le même exemple. On utilise l'énergie de l'éther. C'est-à-dire que l'esprit, bon, à petite échelle, on a ce monsieur Girard. À moyenne échelle, on avait les Tibétains qui faisaient apparaître des choses. Et à très grande échelle, quand l'esprit domine la matière et ne fait plus qu'un avec son adhyatma et tout le reste, en fait, on obtient véritablement la maîtrise de la matière. Et là, quand on dit à une pierre, bah, tu te mets carré comme ça, et puis crac, crac, comme ça, comme ça, comme ça, puis toi, tu t'ajustes avec celle-là, et je te fais une pyramide en 15 jours à 5 personnes, bah, c'est comme ça que ça marche. Alors là, on parle évidemment tous les gens là qui croient, qui co-créent la matière, qui sont co-créateurs de leur réalité, des choses comme ça. Bon, ça patouille complètement dans les inepties. En fait, l'humanité aujourd'hui ne co-crée rien du tout. Hein, il faut bien faire la différence que quand vous chauffez de l'eau à la bouilloire, vous êtes co-participateur, donc co-acteur. Vous êtes acteur, la source vous dit tiens, fais chauffer de l'eau avec la bouilloire, donc vous êtes dans le scénario, vous faites chauffer de l'eau avec de la bouilloire, mais vous n'êtes pas co-créateur, vous ne faites pas chauffer l'eau avec votre esprit, vous le faites avec votre doigt, en appuyant sur le petit bouton. Et EDF fait le reste. Donc, il faut bien faire la différence. Aujourd'hui, il y a énormément de gens là qui sont là, ah, on est co-créateurs, on fait de la co-ci, co-ça. Vous faites rien du tout. Aujourd'hui, vous êtes à côté de vos pompes, comme d'habitude. Hein, on ne change pas une équipe qui perd. Donc, on a énormément de croyances. Là, tout le monde est co-créateur, co-divin, co-ci, co-ça. Et bah, c'est surtout à côté de la plaque. L'humanité aujourd'hui est surtout acteur. La source fait le scénario, vous vivez dedans et vous êtes donc l'acteur, un peu involontaire de votre propre vie. Vous observez les choses et vous tirez les conclusions sur ce qui se passe dans votre propre vie. Mais vous êtes acteur. Vous n'êtes pas co-créateur de quoi que ce soit. Vous ne co-créez rien. Hein, même pas quand vous allez aux toilettes et vous faites popo, c'est pas vraiment de la co-création, désolé, ça reste un effet naturel d'évacuation des déchets. Donc, ça fait partie du scénario. Donc, l'idée, c'est quand même de ne pas confondre, en fait, l'essentiel. Quand on commence à faire de la co-création, en fait, on va influencer la matière, mais il faut être très clair, la source est d'accord. Vous ne faites jamais une pyramide, un petit jardinier de la Terre, il arrive, il fait tiens, je vais faire une pyramide, la source n'est pas d'accord, la pyramide, elle ne se monte pas. Pourquoi? Si ce n'est pas le scénario, le petit jardinier de la Terre, il ne fera pas la pyramide. Pourquoi? Parce que l'énergie que le jardinier de la Terre emploie vient de la source. Il co-crée une pyramide, donc il utilise l'éther, il utilise des lois fondamentales de l'éther et sa propre capacité à faire ces choses-là, donc des capacités très hors normes par rapport à ce que peut faire un humain, mais là, il est d'accord avec la source, il écoute ce que dit la source, il est à l'éveil complet de ce que dit la source, de ce que veut la source, du scénario, il lit le scénario parfaitement et il n'a absolument pas besoin de se poser la question, est-ce que je dois faire la pyramide ou pas? Il sait très bien qu'il va faire la pyramide, et hop, il la monte, il fait ci, il fait ça, voilà, il y a aucune accroche. Un être humain, lui, il se jetterait dans tous les projets du monde, il voudrait nous faire des pyramides, décider ça, et en fait, la source lui dirait, non, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Fais chauffer ton eau, fais-toi du thé, pour l'instant. Hein, utilise l'électricité. Bon, donc il faut être sérieux. En fait, l'idée, c'est de bien faire la différence entre les énergies de l'éther, qui vont permettre des choses très haut de gamme, et qui sont très différentes des énergies de l'astral, hein, et qui vont faire qu'on peut, par exemple, manipuler le cylindre, parce que c'est des énergies dites densifiées. Alors, il faut savoir que le jardinier de la Terre, et donc tous les êtres qui, on va dire, finiront par évoluer sur Terre, hein, et qui utiliseront ça par la suite, il faut savoir que plus tard, l'être humain utilisera l'énergie de l'éther, pour faire des choses. Il commencera par des petites choses, il commencera par des choses élémentaires, mais il finira par comprendre comment ça marche. Et de ce fait, il deviendra en fait co-créateur, hein, cette fois-ci, mais quand il fera ça,
ça y est, il aura lâché l'ego et il arrêtera de croire qu'il est Dieu le Père sur terre. Donc en fait, il fera ça parce qu'il en a besoin et il se fera pas tout un plan parce qu'il a fait quoi que ce soit avec son esprit. Voilà, on sortira du podium, on sera plus dans les effets de podium, on sera dans les effets d'utilité. Donc l'énergie qui est employée pour en fait découper une pierre, faire quelque chose avec son esprit, c'est l'éther. Cette énergie-là est disponible seulement quand un individu commence à mêler en fait l'énergie lourde, entre guillemets, et l'énergie ultra légère, donc l'éther et l'astral. Quand les deux se rencontrent, on a la finalité, ce qui permet d'assembler les deux et de maîtriser à la fois l'astral et de maîtriser l'éther en même temps, les énergies lourdes et les énergies légères, et ce qui permet d'exporter l'éther léger jusque sur Terre et de faire quelque chose avec. Donc c'est une participation des deux, un rassemblement, quand vraiment on va plus loin dans l'expérience, c'est un rassemblement des deux énergies pour enfin faire quelque chose de créatif, on va dire, ou manipuler profondément la matière, par exemple faire comme les Atlantes, créer par exemple des pierres, alors des pierres qui étaient des composites, qui s'étaient pas coulées à chaud, ils se cassaient pas la tête à couler à chaud des cubes de ci, des cubes de ça, ça allait beaucoup plus vite d'y penser. Bon, c'était les jardiniers de la Terre qui s'en occupaient, mais certains Atlantes commençaient à manipuler les choses et apprenaient à manipuler l'éther et l'astral en même temps et arrivaient à faire des petites choses. De ce fait, on pouvait créer des composites utiles à base de cristal, à base de d'autres pierres. On mélangeait des pierres mentalement et en fait, on obtenait une pierre qui était particulière et qui avait des capacités hors normes. Comme j'avais déjà cité, en Turquie, un cube, je crois qui est vert, qui est tout vert là, qui était une ancienne batterie avec une utilité. En fait, si on sait la charger, cette pierre, en fait, c'est une batterie. C'est pas autre chose. Donc bon, voilà, il reste quelques petits restes, mais c'est vraiment infime les petits détails qu'on peut trouver de l'Atlantide dans ce domaine, puisque tout a été supprimé et tout a été récolté. Donc voilà, c'était un petit peu les énergies, les énergies utiles et les énergies que l'humanité arrivera à manipuler par la suite. La suite, c'est pas si loin que ça. Pour certains d'entre nous, ça permettra vraiment de joindre l'astral et l'éther. C'est l'étape suivante. Quand on va suffisamment longtemps dans l'éther, en fait, à un moment donné, on peut gagner le droit quand on a l'expérience et quand la source a dit bon bah ça y est, je lui ai fait faire ci, je lui ai fait faire ça, je l'ai bien fait galérer dans l'éther pendant plusieurs années, donc maintenant qu'il a tel niveau, bon, je le fais passer à l'éther astral. Donc l'éther astral, ça veut dire que la personne peut décorporer, mais cette fois-ci, elle ne décorpore pas que, par exemple, en 16 ou 18 dimensions, puis elle est bloquée, puis elle ne voit pas les DD. Simplement, par exemple, dans l'astral, une personne va pouvoir utiliser sa capacité d'éther, donc pour clarifier et énergiser l'astral, et en fait, aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et si une personne dans l'astral va rencontrer un DD, un gros DD de 20e dimension qui lui fait les gros yeux, il va lui dire mais non mais je suis pas un astral normal moi je vais te tuer, et il va simplement saisir mentalement le petit DD, l'écrabouiller, le mettre à la poubelle. Donc l'idée elle est là, il y a une différence. Aujourd'hui l'astral c'est l'énergie d'avant, c'est l'énergie lourde, c'est l'énergie de la sagesse d'avant. Bon, tous les grands sages sortaient dans l'astral, tout le monde pratiquait la décorporation astrale, c'était le grand truc, mais le problème c'est que le grand truc avait sa limite, son plafond d'utilisation. Et nous-mêmes, en ce moment, par exemple, on donne des cours à des Tibétains qui sont quelque part planqués au Tibet, on leur donne des cours d'éther, parce qu'en fait, eux, ils allaient que dans l'astral, et ils étaient trop lents, ils étaient trop pleins de DD, et ça n'allait pas du tout. Donc, il faut bien faire la différence. L'humanité doit aller plus vite, doit aller plus fort, doit mieux comprendre les choses. Ça se fait avec des règles précises. Tant qu'on ignore les règles, on patauge gaiement dans l'ignorance et on ne comprend rien du tout. Bon, je ne vous cache pas que faire des vidéos et dire tout ça, c'est pour vous de l'information. Effectivement, c'est la goutte d'eau dans l'océan, dans tous les océans de la Terre, puisque visiblement, on voit très bien que la tendance,
malheureusement, est à l'appauvrissement en fait des lucidités. Il y a très peu de gens qui font des efforts, il y a très peu de gens qui sont lucides, hein, tout simplement, et qui arrivent à trouver le chemin. Donc bon, ça, je vous dirai ensuite après, ça va être, c'est un petit peu le prémisse, c'est véritablement le prémisse à ce qui vient plus tard, c'est-à-dire le nombre de personnes à perdre pendant le grand changement. C'est parce que bon voilà, le tri sera drastique, l'humanité va passer à travers plusieurs tris en temps et en énergie, et il restera très peu de monde parce qu'en fait, tout simplement, on ne peut pas recommencer une civilisation avec des personnes qui ne sont pas capables. Donc bon, ça sera c'était ce que je pensais au départ, c'est assez amusant puisque je reviens à ce que je pensais au départ, qu'il y aurait vraiment très peu de personnes. Et nous, on avait vu qu'il y avait un certain nombre de personnes. Bon, ça semblait satisfaisant. On semblait en perdre, mais il me semble qu'on va encore en perdre. En fait, bon, c'est donc bon. Je vous ferai les informations là-dessus. Donc, le pourquoi du comment. Vraiment, la suite des événements. Là, la prochaine vidéo, ça va avoir les petits défunts de juillet. Donc, ça sera qu'on a monté comme d'habitude. Donc bon, c'est plus pour dire qu'on monte des défunts. Je vous informe pas de tout ce qu'on fait parce que bon, on fait trop de choses. Donc bon, on monte beaucoup de défunts et en ce moment, énergie un petit peu perturbante là. Ces 3-4 derniers jours, c'est très lourd. Beaucoup de gêne au sommeil, peu d'heures de sommeil pour certaines personnes et l'envie de dormir plutôt sur le matin, pas envie de faire grand-chose, ça chahute pas mal. Donc c'est voilà, malheureusement, je dirais que l'humanité, pour ces prochaines années, il va pas y avoir de calme, vraiment du côté du soleil, de la météo, des choses comme ça, mais je dirais que l'humanité va s'adapter de plus en plus, hein, le corps va trouver en fait les fréquences et va s'adapter aux fréquences. Moi, j'observe que quand même certaines personnes, c'est assez marrant à voir, certaines personnes ont beaucoup moins de DD. C'est assez amusant à force de nettoyer tout. Donc, bon, on voit, moi je connaissais des gens qui étaient fort marqués du côté DD. Il y a des allègements qui s'effectuent quand même, c'est assez amusant à voir. Mais néanmoins, c'est pas pour ça que la trajectoire sera bien brillante. Hein. Bon, faut pas se faire grand espoir sur l'avenir de cette planète. Malheureusement, l'humanité n'est pas faite pour être conservée, elle est trop inadaptée à ce qui suit. Parce qu'en fait, ce qui suit, c'est quand même un renouveau et c'est un redépart et c'est une épreuve pour l'humanité. Mais l'épreuve, elle vient de l'expérience. Faut pas croire qu'on est 8 milliards comme ça par hasard. Hein. On n'est pas 8 milliards par hasard, on est 8 milliards parce qu'en fait, ça va permettre à 8 milliards de personnes de faire l'expérience de ce qu'ils vont faire l'expérience. Là, en ce moment, on a des tas de gugus là, qui nous font des vidéos qui racontent strictement n'importe quoi. Hein, c'est formidable. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font l'expérience de ne pas être dans les clous. En fait, c'est ça leur expérience. C'est pas l'expérience qu'ils vont y arriver. Ils vont s'apercevoir qu'ils se sont trompés. Bon, trop tard. Mais bon, à un moment donné, ils vont comprendre. On se dire, ah merde, alors en fait, je m'étais trompé, quoi. On a Guillaume Capin, là, il croit que les esprits de la nature, comme ça on les appelle, hé la nature, tu viens, faut que je te parle. Donc bon, on rêve un peu, quoi. Il y a beaucoup de gens là qui vont dans les terres, qui font de l'auto-hypnose ou de l'hypnose, là, qui racontent n'importe quoi. Je suis gentil. L'autre jour, on avait soi-disant, qui c'est qu'on avait? Ah oui, on avait, comment dire, c'est pas Pierre Desproges, parce qu'en fait, lui, c'était un comique, mais on avait notre grand matheux, Aristote, là, on avait Aristote, qui était soi-disant, ou Platon, ah, c'était Platon qui était là avec Mathieu, il tapait un brin de Cosette, pas rêver, hein. Platon, il a autre chose à foutre, et en plus, j'ai déjà dit et répété, les entités ne viennent pas, c'est pas des clébards. Platon, tu viens, là, on a besoin de toi, on a besoin de faire une vidéo, tu viens, tu t'installes, tu prends un siège, on va te poser des questions. Où est-ce qu'ils ont vu jouer ça, quoi? C'est bon, hein? Est-ce que moi, si quelqu'un m'appelle là, dans l'astral, dans l'éther, je claque la porte et je me tire en courant, oh vite, vite, on m'appelle, faut que j'y aille. Bah Platon non plus. De toute façon, il est réincarné, donc en fait, faut arrêter de dire des conneries. Donc bon, la problématique, elle est là. C'est que beaucoup de gens de nos jours, ils vont parler, ils vont continuer
de faire fonctionner un système qui est faux parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ont tort. Ils vont pas dire, bon, on fait un pas en arrière, on s'est trompé sur certaines choses et du coup, comme on a compris, bah, on va revenir en arrière. Non, ils préfèrent continuer dans l'erreur parce qu'en fait, ça évite d'admettre qu'on puisse se tromper. Problème d'ego. Donc, et après, on a les gens qui foncent dans des directions qui sont complètement idiotes. Capin, lui, la grande conclusion qu'il fait, c'est que la nature est heureuse, les animaux sont heureux de se faire abattre, trucider pour être bouffés. Heureux au service de l'homme, comme si quelque chose était au service de l'homme. L'homme est une créature qui fait partie d'un tout, la création. Et il n'y a pas de créature qui soit à notre service et qui trouve totalement normal qu'on dévaste les forêts. Quand on les écoute, l'être humain, il arrive, il abat 100 km² de forêt, c'est normal. La forêt, elle est contente. Elle est contente de rendre service à l'être humain. Non. Non, parce que chaque arbre, en fait, étant un être vivant, le fait de se faire tuer pour faire des planches, ça l'émeut pas plus que ça, l'arbre, quand même. Genre, ah, chouette, je vais faire une planche, je suis content. Non, faut arrêter de rêver, quoi. Et la preuve qu'en fait, il patauge complètement... il n'y a aucune vérification. Il pose une question, il a une réponse, ça y est, c'est vrai. Est-ce qu'un être humain se réincarne en chat? Non. On lui dit non. Ah ben c'est bon, c'est non. C'est dommage, hein. Moi, c'est quasiment... les premières années où je suis sorti, j'ai rencontré un être humain qui, en fait, avait un cousin qui était devenu chat, qui était mort, hein, et puis, ou un grand-oncle, ou je ne sais trop quoi, et en fait, il était devenu chat. Donc, en fait, c'est con, parce qu'en fait, la preuve, moi, je l'ai eu il y a déjà... il y a plus de 5 ans. Donc en fait, c'est ça où il y a un bas énorme qui blesse, c'est aucune vérification, il tranche même pas, Guillaume Capin, il voit l'esprit de la nature. Alors l'esprit de la nature, c'est global, c'est l'esprit de la nature. Tout type de nature, tout type d'esprit de toutes les natures, il zappe le côté lumière, il dit ouais non, mais on va pas regarder si c'est sombre ou c'est lumineux. Non, bah t'as raison, forcément, te casse pas la tête, hein. Puis lui mets pas un coup d'épée en travers de la gueule, on sait jamais que ça soit pas un Dédé, quoi. Hein. Donc il vérifie pas du tout à qui il parle. Il est content, il a quelqu'un qui va répondre. Bien, impeccable. C'est vraiment une bande de comiques, quoi. Il n'y en a pas un seul qui vérifie qui il a en face de lui. Hein. En lui éclatant la gueule à coups d'épée, en testant d'une manière ou d'une autre, mais en testant qui on a en face. C'est le b.a.-ba de l'éther, c'est le b.a.-ba de l'énergie. On se méfie de qui on a en face de soi. B.a.-ba. Rien. Ils font rien, quoi. Ils voient un quelconque Dédé qui leur raconte qu'il est l'esprit de la nature. Mais quelle nature, quoi? T'as le chef des esprits de la nature, c'est Pan, d'un côté. C'est Pan. Bon, voilà. Si tu veux voir Pan, c'est compliqué, parce qu'en fait, c'est quand même un être très haut de gamme. Et il faut monter dans les vibrations et il faut vraiment chercher pour le trouver parce qu'en fait, il ne se montre pas comme ça. C'est un jardinier de la Terre à l'origine. Donc, il occupe un poste particulier dans les esprits de la nature, mais c'est un jardinier de la Terre. Il est haut en fréquence. Il a plutôt tendance à habiter dans l'intra-terre, là où c'est haut de gamme. Donc, en fait, haut de gamme égale effort pour y aller. Ou se poser des questions, ou voir quelque chose. En fait, on est là dans le pur délire. Chaque individu qui va dans l'éther crée son propre délire en fonction de ses Dédés. Ils arrivent plus ou moins à se rejoindre parce qu'en fait, ils ont les mêmes Dédés, hein, parce que bon, tous les Dédés à peu près se ressemblent dans l'idée de ci ou de ça. Et en fait, ils n'arrivent pas du tout à faire le point sur le fait qu'il faut arrêter de rêver. Donc, ils emmènent avec eux toute leur clientèle, tous les gens qui sont des bénis oui-oui, qui disent « Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent, oh, qu'est-ce qu'il est fort !» Résultat, et ça croit à tout et à rien. Et ça donnera que le jour où il faudra se rendre compte qu'on s'est trompé, bah, la claque, ça va pas être une petite mandale. Parce que toutes ces personnes-là, il faudra encore les ramasser dans les limbes parce qu'ils seront complètement gaufrés et il faudra les ramasser dans leurs erreurs multiples et variées parce qu'en fait, ils auront strictement rien compris. Bon, ça fait partie de l'expérience, certes, mais c'est pas drôle. Parce qu'en fait, ça va toujours nous faire, nous, plus de boulot. Donc bon, la source, elle est sympa, elle fait toujours plus de boulot pour les jardiniers et moins pour les cons. Donc moi, j'aimerais bien qu'elle mette les cons au travail.
pour les rendre moins cons. Mais ça n'a pas l'air d'être gagné en fait. Il y a un problème de ce côté-là. Il faut que j'y en parle, je pense. Hein, tu peux pas les mettre au boulot un peu 5 minutes, là, qui comprennent un demi-truc, ça serait pratique. Donc bon, visiblement, c'est pas le plan. Hein. Dans la réalité tridimensionnelle, vous constaterez que les cons vont bien. Et en fait, donc dans la réalité métaphysique, en fait, les cons vont super bien parce qu'en fait, ils ne voient rien et en fait, se contentent de regarder n'importe quoi comme des cons et à la fin, bah, ils disent que des connes. Donc, on tourne en rond, c'est formidable. Alors, j'ai pas mis le t-shirt bleu parce que bon, c'est une seconde nature chez moi en fait, d'emmerder les autres. Mais en fait, notons quand même, au passage, que j'explique toujours. En fait, si je dis que quelqu'un fait n'importe quoi, j'explique ce qu'il fait de travers. Et j'ai déjà expliqué 10, 20, 30 ou 40 fois ce qu'il fallait faire. Et on voit très bien qu'en fait, l'ego démesuré de notre humanité fait en sorte que les individus ne font pas l'effort d'avancer. Bon, après, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Hein. Quand on commence à réfléchir 5 minutes, on dit alors lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Ça en fait beaucoup de bourdasses et conneries à dire. Bon, Guillaume Capin, il est pas loin de la Terre plate. Pas loin, hein, vraiment pas loin. Il en a déjà parlé, ça lui semble bien. On est avec tout un tas de théories fumeuses d'histoire énergétique qui ne collent strictement à rien. Il n'y a aucune logique dans ce qu'il fait, mais c'est pas grave. Lui, il a créé son petit monde. En fait, c'est là où après les gens sont embarqués dans le petit monde d'une personne ou le petit monde d'une autre personne. Et ils se profilent au petit monde de Pierre, Paul, Jacques, et en fait tout le monde embarque dans le petit monde imaginaire et en démurgé, en fait de chacun des protagonistes. La seule chose à savoir faire, c'est communiquer, passer son temps sur Internet, passer son temps à communiquer sur Facebook, sur ci, sur ça. Bon, moi c'est vrai, j'avoue, j'admets, je suis coupable. J'ai un peu lâché mon Facebook. En fait, ça me saoule, c'est contre ma nature. Je regarde ce qui se passe sur Facebook. Il y a des fois, il faut que je regarde parce que soi-disant on me pose des questions, donc il faut que je réponde. Donc bon, j'oublie un peu. Donc bon, moi je décroche un peu de la technologie parce que c'est véritablement un outil qui ne sert pas l'humanité, ça la dessert. Le fait de communiquer peut être pratique en fait pour passer un message. Néanmoins, il faudra admettre qu'au dernier jour, le nombre de personnes qui auront vu, compris et assimilé tout ce que j'ai dit, seront extrêmement peu. Et à la proportion de l'humanité et à la proportion, on va dire, de quelque chose à sauver, seront moins de la goutte d'eau dans l'océan. Le grain de sable sur la plage. Donc, bon, on fait un effort, on continue quand même je continuerai en fait quand même à procéder à des vidéos dans le sens, tant qu'on pourra technologiquement, et de façon à en fait dire moi ce que je pense et dire en fait vous énoncer l'ensemble de nos progrès. Ça peut toujours servir mentalement, hein, ça peut toujours servir dans une autre vie, ça peut toujours servir dans celle-là, et si vous avez des cas de figure dans lesquels vous vous trouvez et que vous pouvez y remédier à travers ce que moi je vous ai expliqué, bon voilà, ça rend des petits services. Pour tous les gens qui essayent d'aller dans les terres, qui essayent de tâtonner, des choses comme ça, les informations que je donne ont plus de valeur que tout ce que font les autres. Donc, c'est quand même utile qu'une personne puisse ne pas se tromper et ne pas se gaufrer dans les erreurs de base. Voilà. Donc, c'est l'unique but, c'est finalement un échange. Je vous donne ce que je sais, voilà. C'est bien peu de choses, puisqu'en fait, je ne peux pas faire plus. Véritablement. Donc bon, c'est un échange, ça permet à tout un chacun d'essayer au moins de son côté ou de prendre une session de nettoyage ou des choses comme ça, selon les envies et selon comment on est poussé par son propre scénario, n'est-ce pas? En fait, voilà, l'intérêt c'est ça, c'est que au moins une petite partie de l'humanité aura été au courant avant qu'on tire le rideau. C'est déjà ça. Donc bon, et ça fait partie en fait, comme ça fait partie de ma vie courante, ça pose pas vraiment de problème finalement d'expliquer comment se passent les choses. Effectivement, c'est une histoire, on va dire, haut de gamme. Les personnes qui ont compris en fait qui je pouvais être et ce que j'occupais comme poste et comme place peuvent y croire ou ne pas y croire, ça n'est pas important. Mais en fait,
c'est quand même l'histoire de l'humanité qui est jouée ici, sans qu'on s'en rende compte. Ensuite, je vous ferai des petites vidéos justement sur l'histoire de l'humanité, comment elle s'est créée, comment les jardiniers de la Terre ont amené la vie sur Terre, comment ils ont créé littéralement la vie sur Terre, et là, en acte de co-création de ce fait. À l'époque où on avait des grands pouvoirs et qu'on avait le droit de s'en servir. Donc, je vous expliquerai véritablement comment cette planète a été donc organisée, comment ça s'est fait, en les laps de temps. On essaiera d'être précis, mais c'est quand même hyper vaste comme sujet, donc il y aura quand même des laps de temps qu'on ne traitera pas, là où il ne s'est pas passé grand-chose en gros. Et on essaiera de voir donc l'évolution. Il y aura une partie réservée à l'Atlantide qui est assez importante puisque c'est l'événement le plus proche où les jardiniers de la Terre sont restés le plus longtemps présents sur Terre. Donc c'est important puisqu'il y a eu aussi beaucoup d'êtres humains qui ont participé et il y avait une civilisation qui était très vaste. On essaiera de faire des topos larges et importants. Bon, peut-être je me casserai la tête à voir si par exemple on peut déterminer un petit peu tous les points sur la planète Terre où il y a des traces de l'Atlantide. Et j'essaierai de faire une petite vidéo en France, me déplacer et vous montrer un petit truc Atlante, bien sûr, qu'on donne pour les Romains. Je ne dis pas quoi, c'est le secret. Donc, il y a des choses en France qui appartiennent à l'Atlantide, que l'on dit être fabriquées par les Romains, et c'est totalement faux. Donc, j'irai faire un petit tour, c'est pas trop loin de chez moi, donc ça me sortira. Hein. Allez, on stoppe là, et je vous dis à la prochaine, c'est pour les défunts, et bon, voilà. On s'amusera à ça, quoi, pour voir qui est mort, qui est vivant, et on parlera donc de Bruce Lee et tout ci, tout ça. Allez, à la prochaine.